Salut à tous, bienvenue au Bud Racing Training Camp pour la première édition du Sandbike Festival. Au programme de ce nouvel event, des courses, un maximum de courses, des pilotes pros, des amateurs, des influenceurs. Mais pour commencer, partons à la rencontre de Mathis Valin, nouvelle star du MX français. Mathis, salut. Ici on est au Sandbud Festival, donc premier event. Bud Racing c'est ton sponsor. Déjà un petit mot concernant cette course. Ça va être une première pour toi en 450, mais plus globalement, comment tu trouves un peu l'atmosphère de l'événement? Franchement, c'est un truc hyper cool. Ça fait un peu l'ambiance américaine. Pas mal de courses, pas mal de catégories, pas mal de pilotes, pas mal d'activités aussi. Et surtout un gros stand, pas un gros stand, un gros village où il y a pas mal d'exposants. Donc vraiment cool. Une première pour moi et une première aussi pour eux. Donc je pense que l'événement doit plaire aux spectateurs. Dans une saison comme ça, quand même assez riche pour toi, qui a commencé tôt avec le Touquet, ensuite il y a eu donc le titre en élite et tu es en course pour devenir champion d'Europe. Il y a beaucoup de courses qui se sont enchaînées. Est-ce que ça fait un peu comme une sorte de récréation pour se détendre un peu? Ouais, il y a eu pas mal de courses. J'ai commencé par le Touquet, donc ça a bien commencé. J'ai gagné en catégorie junior, champion de France ensuite. Mais je vais pas dire que c'est une récréation quand même, c'est mon boulot, donc je dois le faire carré, je dois être carré dans mes trucs, donc je prends pas ça pour une récréation, mais plus pour un objectif, on va dire. Ok, donc objectif c'est vraiment première course en 450. Le format ici, donc c'est 3 manches, tu vas rouler avec les grands, avec les habitués du sable, avec Potisek, Cyril Genot, le champion de France en titre. Tu es à la maison malgré tout, tu roules toutes les semaines ici. L'objectif c'est quoi? Aller chercher la gagne malgré tout? J'aime bien rouler avec le 450, je me sens à l'aise, ça va être cool. Je suis là pour m'amuser et essayer de me battre. Dans tous les cas, je vais donner le meilleur de moi-même. On verra bien ce que ça donne. On a dit donc champion de France élite, tu as gagné le Touquet jeune. Il y a aussi ce dernier objectif, c'est le titre de champion d'Europe à aller chercher. De toute façon, je veux finir en beauté, donc je voudrais gagner les 2 manches. Et on verra bien ce que ça donne. Et je le prends comme une course comme au début de saison et tout ça, et on verra bien ce que ça donne. Ok. Est-ce que ça t'a surpris malgré tout cette année incroyable? Bon, champion du monde l'année dernière en 125, champion de France junior, vice-champion d'Europe. Changement de team, changement d'environnement, tu arrives chez Bud, première saison en 2,5, changement de coach aussi, de Théier à Van Den Bosch, et finalement tout s'enchaîne. Est-ce que tu avais rêvé d'un départ comme ça? Déjà, il y a 2 ans, je me voyais pas du tout là où je suis actuellement, tu vois. Il y a beaucoup de changements. L'année dernière, j'étais encore en 125, champion du monde. J'ai quand même fait une grosse saison avec Valentin, je le remercie d'ailleurs. Cette année, j'ai tout changé, j'ai déménagé, j'habite plus avec mes parents, nouvelle moto, nouvelle cylindrée, nouvelle catégorie, tout est nouveau pour moi. Et franchement, c'est super bien passé, je me suis bien intégré au team. Je les remercie parce que sans eux, ça serait pas possible aussi. Nouveau coach aussi, ça s'est super bien passé avec lui. Et pour une saison de rookie, on va dire que c'est la meilleure que j'ai fait depuis que je suis né. Donc j'ai pas à me plaindre, j'ai signé un contrat factory pour l'année prochaine, donc je suis super content et j'adore ma vie. Alors justement, la transition elle est bonne, contrat factory l'année prochaine, Mathis qui a signé avec le team KRT qui va lancer un programme MX2, aussi c'est pour la première fois, c'est le retour de Kawasaki en MX2 avec une vraie moto d'usine. Forcément tu pouvais pas rêver mieux. Non, c'est sûr, si on l'avait dit en début de saison, j'y aurais même pas cru. Donc une moto factory, je suis pressé de rouler. Je suis pressé de déménager aussi en Belgique avec le nouveau team, donc encore d'autres changements en 3 ans. Mais bon, ça va être cool, je vais donner le meilleur de moi-même. Et puis ça va être encore une saison de rookie du coup en MX2. On verra bien ce que ça donne et puis de toute manière, je vais donner le meilleur de moi-même. L'organisation du coup, ça va se passer comment? Donc tu déménages en Belgique. Est-ce que tu vas continuer de travailler avec Thierry Van Den Bosch notamment? Et puis quand ça va commencer l'aventure, tu as déjà des dates un peu précises du moment où tu vas pouvoir tester la moto? Alors du coup, ouais, je garde Thierry Van Den Bosch du coup parce que ça s'est super bien passé cette année. On a vraiment bien accroché ensemble, donc je voulais le garder pour l'année prochaine. Je déménage début novembre, donc je vais commencer à rouler début novembre avec la nouvelle moto. Et ensuite, la saison va commencer à peu près mars, donc on a pas mal de temps pour s'entraîner, pour développer la moto. On devrait partir en Espagne, en Sardaigne, et puis voilà. Tu seras le seul en MX2? Ouais, je serai le seul en MX2, donc seul sur une moto factory en Kawa. Premier français en plus, je crois, donc rien de mieux quoi. Ok, bah écoute Mathis, super. On croise les doigts, on espère qu'au moment où vous regardez ce reportage, il est champion d'Europe. Et même si ce n'était pas le cas, en tout cas bravo pour ta saison de folie. Merci. Et puis on a rendez-vous l'année prochaine sur Automoto parce que du coup, on va te suivre sur le championnat du monde MX2. C'est ça, maintenant on verra à la télé et tu devrais commenter nos courses, donc on verra bien comment ça se passe. Merci. Champion d'Europe espoir cette année, vice-champion de France.
Slenny Goyer dispute sa première course en 125 ici sur le Sandbike Festival. C'est lui qui nous emmène découvrir la piste de Magescq en caméra embarquée. Village exposant, SN Moto, initiation, vente aux enchères, soirée, DJ, de nombreuses animations ont rythmé ce week-end de folie. On a eu l'idée de cet événement en mai quand on a appris qu'on ne réitérerait pas le CFS en septembre. Donc on s'est dit, on a un spot de malade, on fait déjà un air contest en supercross sur une piste, mais on n'utilise pas tous nos terrains. On s'est dit, il faut absolument qu'on montre notre site à toute la France, à tous les pilotes. Donc voilà, on s'est dit, on va quand même faire quelque chose, mais on veut faire quelque chose de convivial, de fun, et où les gens peuvent s'amuser, pas seulement rouler, ils peuvent venir avec leur famille, profiter. Donc on a eu l'idée de ça, et après petit à petit, les idées nous sont venues, et on a réussi à créer ce bel événement, donc on en est très contents. Moi j'ai trouvé vraiment génial, honnêtement je me suis éclatée, on devait avoir la pluie, on a eu un grand soleil, donc si même le ciel est avec nous, je pense que c'est vraiment top pour l'événement. Et les gens nous ont dit qu'ils étaient super contents, les food trucks ont vraiment tourné, il y a plein d'activités dans le paddock, donc que ce soit public ou la piste, tout le monde s'est éclaté. Les pilotes nous ont dit que le terrain était vraiment top, on a essayé de le refaire entre les manches.
Ils ont beaucoup roulé, ils sont un peu fatigués, mais tout le monde s'est éclaté. Je pense que c'est vraiment une réussite. Donc l'idée du Media Event, j'en suis assez fière, c'est moi qui y ai pensé. En fait, il y a un an, en décembre, au WSX, ils ont organisé un Media Event surf, où on a pu faire du surf avec tous les top pilotes, des pro surfeurs, et je me suis dit, on est à 20 minutes de Segor, c'est vraiment génial, notre région elle est incroyable. Pourquoi pas organiser du coup un Media Event surf? J'ai invité tous les pilotes, ils étaient tous super chauds, la presse de partout est venue aussi. Donc on a passé vraiment un super moment et je pense que c'est vraiment l'esprit de l'événement et c'est ce qu'on voulait montrer. Donc pour ouvrir notre premier événement, c'était vraiment parfait. Donc durant le festival, on a décidé de mettre en place un village exposant qui est vraiment une partie très importante pour nous. On a invité du coup tous les constructeurs, les marques du milieu, tout le monde a répondu présent. Donc ça nous a vraiment fait chaud au cœur, c'était vraiment important pour notre premier événement d'avoir tout le monde. Surtout qu'on est en septembre, donc là toutes les nouvelles motos sortent. Donc on a Kawasaki qui vont faire essayer leur nouvelle 2.5 KX 2025, on a Stark Varg, après on a Honda, Triumph, j'en oublie, mais on a vraiment toutes les marques présentes. Donc c'est génial, ils sont vraiment importants pour nous et que tout le monde s'aide comme ça, c'est top. Donc maintenant, c'est nous qui avons besoin d'eux pour leur confiance pour le premier événement et j'espère que dans les années d'après, ce sera eux qui voudront absolument venir. Du coup, nous, on a voulu créer 12 catégories pour inviter vraiment tout le monde, à voir que les gens viennent en famille, qu'il y ait autant le papa ou le papy qui roule en vintage avec l'espoir pour les plus jeunes ou encore tout stroke only parce que maintenant, ça se développe pas mal. On a aussi les pros. On a vraiment essayé d'inviter le maximum de personnes pour que voilà, l'événement touche tout le monde et que tout le monde se régale, vienne en famille, entre amis et que ce soit vraiment un week-end fun, convivial et pas être là que pour la compétition mais aussi pour s'éclater. Le Sandbike Festival, c'est aussi des courses réservées à la catégorie vintage, comme cette magnifique 500 CR. Nous avons parlé du retour à la mode des anciennes en compagnie de Pierrick Paget de chez MX Test. Cet événement, c'est ce que je rêvais depuis le début. La plupart des courses de sable, elles sont dures. C'est 3 heures, c'est des trous énormes. Il faut une moto peaufinée aux oignons, un gros réservoir. Là, non, c'est 4 fois 20 minutes. Donc tu sais que même si tu n'as pas la condition, tu roules que 2 fois, ou tu roules les 4 fois, ou tu fais un classement, ou pas du tout. Il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de catégories. Tu vois, moi j'aime bien le vintage, mais je suis vétéran. Donc je peux choisir les catégories que je veux, qui sont adaptées pour moi. Et enfin, contrairement à ceux qui aiment rouler avec les pros, moi j'aime les regarder. Donc là, demain, je vais pouvoir me mettre au bord de la barrière et voir le plus beau spectacle avec les meilleurs pilotes quasiment du monde dans ces courses de sable. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait, le fait que ça soit vraiment découpé. Par rapport à mon âge, j'ai choisi le vintage le samedi et le vétéran le dimanche. Alors pour le vintage, j'ai choisi une moto qui avait 25 ans et comme la plupart du temps, les gens dans le vintage, j'ai choisi quelque chose qui me tient à cœur. J'ai pris la moto avec laquelle j'ai roulé le mieux en supercross ou en motocross dans ma vie. C'est une 2.5 CR de 2000. Elle est très très belle et en plus j'ai fait réplica du pilote US de l'époque, Ezra Lusk. Et c'est marrant parce que le vintage augmente, les courses vétérans augmentent. Pourquoi? Parce qu'en fait les terrains n'ont pas trop évolué, le pilotage non plus. Et donc si tu veux, les gens de ma génération qui savent quand même sauter une table, on peut se permettre, si tu veux, de le faire jusqu'à maintenant 30, 40, 50 et tu sais pourquoi pas 60 ans. Alors qu'avant, le sport évoluait tellement que tu étais vite has-been, tu vois. Aujourd'hui, franchement, quelqu'un qui a 40 ans, tu dois rouler qu'une vintage, ça met du gaz. Hein. Et d'ailleurs, souvent, il se bat. On avait fait un épisode sur la chaîne MX Test, justement, où on se battait avec les petits jeunes en 125. C'est super marrant, justement, qu'aujourd'hui, filles, garçons, vieux, jeunes, on peut tous rouler. Le plaisir qu'on a en vintage, c'est que ça va moins vite. Il faut quand même le reconnaître, une 4,5 CRF, aujourd'hui, c'est incroyable. La 2,5 CR, je suis 10 à 12 secondes moins vite. Le moteur est moins puissant, c'est moins efficace. Donc si tu veux, ça te donne une impression de sécurité. En fait, tu fais plus de bruit que tu avances. Donc comme tu n'avances pas, tu prends moins de risques. Mais comme tu fais du bruit, tu as l'impression d'être un autre. On a eu la chance avec la chaîne MX Test de se tester pas mal de vintage, tu sais. On est allé jusqu'à 82. Donc là, tu vas vraiment pas vite. Mais par contre, tu as un objet des champions que tu regardais dans les motos vertes de l'époque, tu sais. Et jusqu'à des motos d'usine. On a eu la chance d'essayer celle de Jackie Vimon, qui est un prototype qui a juste existé 2 ans. Et donc si tu veux, ça pour nous c'est quand même super sympa. Et alors bizarrement, c'est pas les plus, on va dire les plus mythiques qui vont le mieux. C'est pas les plus vieilles ou les plus récentes, des fois c'est un petit coup de cœur. Alors ce qu'il y a de bien quand tu roules en vintage, c'est que tu vois aussi les motos des autres.
Alors tu te dis toujours, ah le prochain coup je fais celle-là. Le problème du vintage, c'est que dans le sable, tu ne peux pas choisir de 125. Tu sais, elles ne sont pas assez rapides. Alors on a un peu que le choix de la 2,5 et de la 500. Et c'est vrai que tout le monde rêve de la 500 CR parce qu'elle est rare, parce qu'elle coûte très cher et qu'elle est indomptable. Et moi j'ai eu de la chance de faire de la moto toute ma vie, donc j'arrive à la dompter un petit peu. Donc ça c'est pas mal. Mais aujourd'hui en fait j'ai vu la moto de mon père. Quand j'étais tout petit et qu'il me montait sur sa moto, c'était une Maiko de 79. Et elle est là aujourd'hui, donc c'est quand même marrant aussi de voir, finalement, même si j'ai 47 ans, j'ai aussi des motos de mon enfance, tu sais. Et puis les motos finalement où tu te dis avec celle-là, je pourrais presque gagner le Touquet, l'Enduropal vintage, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une guerre. Hein. Attention, hein. Jeune pilote, moto modifiée, c'est marrant que ce truc un peu mode est finalement devenu un truc hyper compétent. Au Sandbike Festival, c'est aussi l'occasion pour nous de rencontrer des influenceurs du milieu du tout-terrain et notamment Flo sous le casque. Il est en train de rouler, on attend qu'il passe la ligne d'arrivée, on le retrouve tout de suite en interview. Salut, du coup moi c'est Florian Blanchoin, plus connu sous le nom de Flo sous le casque. Je fais des vidéos sur YouTube, j'ai 26 ans et je roule en 2,5 Triumph. Voilà, je fais un peu le championnat de France et puis là aujourd'hui on est au Sandbike Festival pour le plaisir. Je suis très friand de ces événements-là, c'est moto plaisir comme je dis toujours et c'est vrai qu'on a un super beau village, on a de la chance, on a une belle météo et puis c'est Bud qui organise. Donc à chaque fois on sait, ils organisent des trucs de malade, ils ont vraiment de quoi faire avec tout le gros terrain de Magex, donc vraiment c'est vraiment cool. C'est la première édition mais on voit qu'ils savent organiser et il y a des mini-jeux, il y a beaucoup de lots à gagner, il y a 12 catégories, donc il y a vraiment de quoi faire ici au Sandbike Festival. Alors du coup on est 3 influenceurs moto, donc il y a Cross Only, Evan Switch et puis moi, et on est tous les 3 en concours, donc Bud ils ont organisé un petit concours, c'est super cool parce que ça permet de faire un petit jeu entre influenceurs. Et donc en fait le concours c'était, il fallait qu'on fasse une vidéo de présentation, qu'on monte nous-mêmes avec leur plan ou nos idées, qu'on monte une vidéo et celle qui a le plus de vues, le plus de likes remporte les 2 premiers critères. Et le 3e critère du coup c'est sur place, on peut voter dans une urne, les gens peuvent voter dans une urne pour leur influenceur préféré. Je trouve ça super cool, voilà, c'est très sympa en vrai. Celui qui gagne, il part aux US avec Bud Racing pour voir Anaheim, donc c'est cool. Le métier d'influenceur, du coup, en motocross, c'est du coup trouver des thématiques, faire des vidéos sur YouTube. Il faut savoir qu'on n'a pas d'équipe de tournage, de montage, vraiment. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est vraiment homemade. C'est mon petit staff à moi, c'est-à-dire ma famille. Ma copine surtout et puis on monte la vidéo, on fait les vidéos donc je vais rouler, je filme mes courses, le championnat de France, j'ai fait le Touquet, donc voilà, on essaye de faire des courses qui plaisent. Moi je suis vraiment renfermé dans cette niche de motocross parce que c'est ce qui me plaît et c'est ma passion depuis toujours, donc compétition motocross et c'est ça en fait, faire des vidéos, faire du montage, faire des tournages, des jolis plans, des jolies photos, enfin voilà, tout ce qui touche autour de l'audiovisuel et de la moto. Ce qui m'a donné envie, c'est que j'ai toujours aimé la photo, la vidéo. Et moi, je fais de la moto depuis que j'ai 3 ans. Mon grand-père m'a mis sur une moto à l'âge de 3 ans. Donc ça a toujours été ma passion. Et la vidéo, à partir de 18 ans, je me suis dit que ça pouvait être cool d'essayer d'apprendre pour en faire un métier en fait. Je voulais pas être youtubeur à la base. C'était vraiment pour apprendre par moi-même à faire de la photo, faire de la vidéo. Et le seul moyen, c'était de le poster sur YouTube. Et en le postant sur YouTube, j'ai vu que c'était cool, que ça plaisait un petit peu, qu'on voyait pas ça parce qu'il n'y avait pas de compétition motocross sur YouTube. Et en fait, ça a pris comme ça. Ça a pris petit à petit et j'ai continué parce que ça a plutôt bien marché, quoi, on va dire. Alors, comment je suis perçu par les pilotes pro, c'est 2 mondes totalement différents. Et puis, c'est vrai que c'est un peu une génération qui change en fait par rapport à avant où c'était vraiment le niveau, le palmarès des pilotes qui vraiment était le plus important pour les entreprises. Aujourd'hui, le business, il se tourne plus vers justement de la communication. Donc c'est vrai que par rapport aux pilotes pro, je pense que ça peut être un peu dérangeant que quelqu'un arrive comme ça, forcément j'ai pas le niveau des pilotes pro, je me suis jamais entraîné comme eux et même si j'avais voulu m'entraîner comme eux, j'aurais jamais réussi à être pilote pro. Donc voilà, moi j'y peux rien, après je fais mon truc, je fais mes vidéos, c'est ce qui me plaît et je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, donc les pilotes pro, sûrement qu'il y en a, ça les dérange, mais la plupart avec qui je parle, je discute, ils aiment bien donc, et on s'entend super bien, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus, moi. Ça va. L'évolution, pour le moment, vraiment, je kiffe ce que je fais, je vis de ma passion, c'est une chance énorme. Donc, je fais de la moto, je fais de la vidéo. Le plus dur, je pense, c'est vraiment de trouver des nouveaux sujets, tout le temps de s'améliorer, de se diversifier aussi. Pour le moment,
j'ai trouvé un peu ma direction, mais je sais très bien que ça peut pas durer 10 ans comme ça, donc il va falloir que je trouve des nouveaux thèmes. Mais ce qui est sûr, c'est que j'adore la communication, j'adore les photos, la vidéo, la moto, et que pour le moment, j'ai construit un truc autour de ça, donc je suis très bien là-dedans, quoi. C'est un job à temps plein, toute la semaine, 80% de mon temps, c'est le montage. Et le week-end, je fais de la moto et en même temps, je prends ma caméra. Donc à toutes les courses, faut penser à filmer, je fais ma mécanique moi-même et tout, comme un week-end de course normal. Et la semaine, du coup, le petit nettoyage et ensuite montage vidéo. Voilà, c'est vraiment, ça me prend tout mon temps. S'il y avait bien 12 catégories au départ de ce Sandbike Festival, nous avons décidé de vous proposer les meilleurs moments de la catégorie élite. 3 manches au programme, la manche sprint pour commencer avec le all shot de Florian Mio, impressionnant en début de course. Retour à la compétition, réussi également pour la plaque de number 1 portée par Cyril Genot, l'officiel Honda SR Moto Blues. L'attaque de Milko Potisek, lui aussi de retour après sa grave blessure. Milko qui connaîtra 2 petites chutes en début de course. Cyril Genot en seconde position. Mathis Valin également impressionnant pour sa première sortie au guidon de la 450 Bud Racing. On a aperçu Jérémy Hockey qui porte ses nouvelles couleurs chez Yamaha et la première victoire de la journée qui va donc revenir à Florian Mio devant un excellent Cyril Genot. Mathis Valin qui termine en 3e position et Milko Potisek qui va revenir dans les dernières minutes chercher une place intéressante aux abords du top 5. Le vainqueur, c'est lui, numéro 247, Florian Mio. La deuxième manche avec Lars Van Berkel, Camille Chapelière, Cyril Genot en discussion avec Christophe Meyer, les 2 coéquipiers de chez Bud Racing avec notamment Mathis Valin qui parlait avec Thierry Van Den Bosch. Mio qui va viser une seconde victoire. Cyril Genot qui compte bien inverser la tendance, le all shot pour la machine numéro 3 de Jérémy Hockey, rapidement débordé par Florian Mio et par Cyril Genot. 3e place pour Milko Potisek. Camille Chapelière qui va rester coincé derrière la grille avec un problème mécanique. Encore une belle course pour Mathis Valin, 3e de la première manche. Mathis a troqué la 450 contre sa petite 250. Ça va mieux également pour Milko Potisek qui retrouve des sensations avec la Yamaha Dragon Tech Monster. Une semaine avant la finale du championnat d'Europe 250 dont il est le leader, Mathis Valin va prouver une nouvelle fois toute sa vitesse de pointe. Cette seconde manche va permettre également à Jérémy Hockey et Matteo Puffet de montrer qu'ils sont en forme à quelques semaines de l'ouverture du CFS. Paolo Maschio qui met du gaz, Mathis Valin dans les ornières de Magesque et finalement la victoire pour Cyril Genot qui double Florian Mio dans les toutes dernières secondes de course. Milko Potisek 3e, Mathis Valin qui est bien revenu. Place maintenant à la dernière manche, la grande finale, 30 minutes plus un tour. Lars Van Berkel, Cyril Genot, les officiels Honda SR Moto Blues, Alexis Collignon de retour lui aussi à la compétition avec la Honda Daffy Wonderbike. La concentration pour Mio, Milko Potisek également qui compte se bagarrer pour aller chercher pourquoi pas sa première victoire de la saison. Superbe départ, encore une bonne sortie de grille pour Jérémy Hockey, numéro 3. Et très vite, Cyril Genot qui va se retrouver aux avant-postes tout comme Milko Potisek. En seconde position, Florian Mio est également présent dans ce début de course. Camille Chapelière a pu prendre le départ cette fois-ci. Malheureusement, Camille qui connaîtra un nouveau problème mécanique. La grosse attaque pour Cyril Genot qui fait honneur à sa plaque de numéro 1. Milko Potisek calé en seconde position. Désormais, Florian Mio est juste derrière à l'attaque. 3e place pour Florian Mio. Et puis les problèmes mécaniques, malheureusement pour le néerlandais Lars Van Berkel. Mathis Valin qui va encore s'en tirer avec la manière au guidon de la petite 250. Course impeccable pour 2 des grands favoris du prochain championnat de France des sables, Milko Potisek et Cyril Genot aux 2 premières places. Toujours l'attaque de Mathis Valin. Potisek de mieux en mieux au fil de la journée qui va donc terminer second derrière un intouchable Cyril Genot qui aura contrôlé de bout en bout cette dernière manche de l'après-midi. Le podium de ce premier Sandbike Festival, victoire de Genot devant Florian Mio et Milko Potisek.